Bonjour, aujourd'hui tout le monde porte des vêtements en indigo, cette couleur si particulière. Donc forcément tu as le jean qui est bleu indigo, mais tu as aussi le chambray, tu as aussi plein d'autres tissus qui peuvent être teints avec ce colorant. L'histoire de cette teinture, elle est incroyablement riche, elle s'étale sur plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires. Elle a eu des impacts immenses, que ce soit des impacts culturels, des impacts économiques, des impacts géographiques ou des impacts sociaux. Et surtout, moi, c'est la question qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on a découvert qu'une plante avec des feuilles vertes peut donner un colorant bleu? Et comment est-ce qu'on a fait cette découverte à plusieurs époques, dans plusieurs endroits du globe, du Mexique au Japon, en passant par l'Afrique, l'Europe ou l'Asie? Et pour répondre à cette question, on est ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui a une très belle exposition sur le jean, jusqu'en mai 2022. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est parce qu'il y a des gens qui font l'exposition en même temps, notamment des enfants, qui je l'espère seront des futurs passionnés de jean et d'indigo. Et du coup, c'est pour ça que je porte le masque, pour une fois. C'est une teinture qui tient très bien sur tout type de fibres, des fibres végétales comme le coton ou le lin, aux fibres animales comme la laine par exemple. Ce qui est assez unique pour une teinture végétale. C'est également une teinture naturelle qui tient très bien dans le temps. Alors évidemment, elle va peut-être un petit peu s'éclaircir, mais au fil des siècles, voire même des millénaires, le bleu va rester bleu, comme en témoignent les parties bleues de la tapisserie de Bayeux. Et surtout, c'est une teinture qui offre énormément de possibilités, puisqu'en mélangeant de l'indigo à d'autres teintures naturelles, on peut avoir encore plus de couleurs et le champ des possibles, il est juste immense. Le processus pour extraire l'indigo utilisé comme une teinture, il est assez unique, il tient presque à de l'alchimie, ce qui a participé à sa légende. Et on va voir ça en détail plus tard. Bah oui, parce que dans la nature, il n'y a pas de plantes bleues, ça n'existe pas. Les plantes sont, pour la plupart du temps, elles sont vertes. Et la matière colorante, qui s'appelle l'indiquant ou l'isétant B, en fonction de la plante utilisée, elle est complètement incolore. Donc il faut l'extraire pour le rendre soluble, mais à cette étape-là, l'indigo est encore incolore. C'est en le mettant en contact avec l'oxygène qui va enfin devenir bleu. On va entrer dans les détails plus tard, mais sache que les deux sources d'indigo naturel les plus connues, c'est l'indigotier et le pastel des teinturiers. Alors comment ça a commencé? Comment les hommes se sont mis à découvrir cette teinture et à l'utiliser? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire et il n'y en aura sûrement jamais. A priori, plusieurs civilisations un peu partout dans le monde l'auraient découvert chacun de leur côté, pas tout à fait au même moment. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une teinture difficile à utiliser, à extraire. Enfin, ça se fait pas par hasard et c'est assez remarquable de voir que chacun l'a découvert un peu de son côté. Alors peut-être que certains hommes ont vu qu'en trempant des feuilles d'indigotier dans de l'urine, elles devenaient bleues et qu'ils se sont dit, tiens, mais pourquoi ne pas utiliser ça pour teindre les vêtements? Peut-être aussi que certaines feuilles d'indigotier, en touchant un liquide qui comportait de la cendre aussi, elles ont pu devenir bleues. Enfin, il y a plusieurs pistes. Mais on ne sait pas vraiment à quel moment l'accident a eu lieu et à quel moment l'homme s'est dit « Ah la vache, c'est incroyable, c'est bleu ». Et on sait que très tôt, l'indigo avait une place de choix dans les cultures, puisqu'on retrouve ce colorant dans plusieurs légendes, que ce soit en Asie ou en Afrique. Mais en tout cas, trouver un processus qui transforme une plante verte en un colorant bleu, ça va être une sacrée révélation. Surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de colorants naturels, à part de l'ocre, du brun, du rouge et du noir. Alors le mot indigo vient du grec indicon, puis du latin indicum. Ce mot désigne une substance qui vient d'Inde, ce qui laisse à penser que les Gallo-Romains importaient cette substance dès l'Antiquité. Mais on a retrouvé des traces d'indigo qui dataient de 3000 ans avant Jésus-Christ, et même en Égypte, on a vu des momies avec de l'indigo. Alors à cette époque-là, l'indigo était vraisemblablement extrait non pas d'une source végétale, mais d'une source animale, en l'occurrence d'un coquillage, qui est le murex épineux, ou le murex tinctorial. Alors c'est un procédé qui était très consommateur en termes de travail, parce qu'il fallait tuer 10 000 coquillages pour avoir ne serait-ce qu'un gramme d'indigo. C'était un massacre total. Concrètement, c'est un mucus que le coquillage va sécréter quand il se sent menacé. Donc ouais, c'est vraiment, en plus de ça, on stressait bien les coquillages pour qu'ils fassent plein d'indigo, et après on les broyait, donc c'était vraiment pas joyeux. Et avec ce coquillage, on faisait aussi du pourpre de Tyr, donc c'est une teinture qui vient de Tyr. Et le problème, c'est que c'était une couleur qui était très très coûteuse, donc c'était vraiment réservé aux plus grandes élites. Mais par contre, ça tenait très bien dans le temps. Selon Pline l'Ancien, le colorant était extrait en écrasant les coquillages, en les laissant putréfier dans l'eau de mer pendant 3 jours, puis ensuite en les faisant bouillir pendant 10 jours. Donc autant te dire, niveau odeur, ça devait être une catastrophe. Si en Europe et en Asie, l'indigo était utilisé depuis longtemps, c'était aussi le cas en Amérique du Sud et en Amérique centrale, puisque l'indigo était utilisé 700 ans avant Jésus-Christ. Alors petit détail amusant, il maîtrisait très bien la teinture rouge grâce à un insecte local, la cochenille, qui je crois d'ailleurs est encore utilisé pour la couleur rouge des fraises tagada, il me semble. Mais comme l'indigo était une substance plus rare et plus mystérieuse à obtenir, elle était réservée uniquement à des symboles de pouvoir et de religion. C'est comme ça que l'indigo au fil des siècles a acquis une telle symbolique, parce que ça servait à colorier les dieux. Alors côté Afrique, il y avait une culture d'indigo qu'on présumait assez ancienne, mais on ne savait pas vraiment depuis quand, parce que le climat n'était pas très propice à la conservation de textiles archéologiques. Mais ça, c'était jusqu'à une découverte archéologique très intéressante. Dans les années 60-70, il y a une expédition archéologique au pays d'Ogon, donc c'est au Mali,
Et on a trouvé des tissus avec de l'indigo qui dataient du XIe siècle. Et alors, vu la qualité de la teinture, on sait qu'ils avaient déjà un gros niveau technologique pour maîtriser cette matière. En Europe, avec le développement des routes commerciales vers l'Inde au XVIe siècle, l'indigo provenant de l'indigotier était vraiment un produit de luxe au même titre que les épices. Parce que tout simplement, il fallait du temps et de l'argent pour aller le chercher. Et forcément, vu que c'était très coûteux, c'était un indigo qui était réservé vraiment à des usages très prestigieux. Et comme l'indigo qui provient de l'indigotier donne un bleu plus profond, il était plus recherché par les teinturiers qui le préféraient au pastel du teinturier. Et le pastel des teinturiers, en Europe, c'était le seul moyen d'obtenir de l'indigo. C'était une plante et on appelait ça la wed ou la guède. Alors cette plante, on l'a cultivée en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne. A priori, au début, on l'a cultivée pour un usage médicinal parce qu'elle aurait des vertus antiseptiques. Mais attention, ce n'est pas pour autant que tu dois essayer de désinfecter des plaies avec ton jean parce que ça va pas bien marcher, je pense. Il y a aussi certains peuples en Grande-Bretagne qui se barbouillaient le visage d'indigo pour effrayer leurs ennemis. C'est ce que tu vois dans Braveheart avec Mel Gibson, qui est un film assez épique. En France, c'est en Picardie qu'on cultive cette plante. Puis ensuite, c'est le Languedoc qui a pris le relais et c'est une plante qui a largement contribué à enrichir cette région. Les marchands de cette plante étaient très riches parce qu'ils étaient entre guillemets verticalement intégrés. Ils s'occupaient à la fois du champ, de la récolte, de la culture, de l'extraction et de la commercialisation. Et on les appelait les pasteliers. Jean de Bernuy, à Toulouse, l'un d'entre eux était si riche que c'est lui qui s'est porté garant pour le paiement de la rançon de François Ier, qui était prisonnier à Pavie. Donc oui, le très bel hôtel de Bernuy à Toulouse, ça vient de ce mec, c'est de l'indigo. Il n'y a pas à dire, il fut une époque où l'indigo, ça a rapporté pas mal. Mais le problème, c'est que l'arrivée de l'indigo qui vient de l'indigotier d'Inde met un énorme coup au pastel, et un coup bien violent. Le prix de l'indigo venant du pastel s'effondre totalement, et alors que des marchands étaient autrefois très riches, là maintenant ils sont ruinés. Et malheureusement, et ça on le sait trop peu, vu que l'indigo demande une force de travail très importante, ça a aussi beaucoup contribué à l'utilisation d'esclaves. Et sans cette main-d'œuvre totalement exploitée et peu coûteuse, qui provenait principalement d'Afrique, l'histoire de l'indigo aurait été sûrement très différente. On était à un tel point que quand les prix de l'indigo étaient trop hauts, l'indigo pouvait être échangé contre un esclave à poids vraiment égal, c'était du délire total, et c'était très malheureux. Donc oui, pour satisfaire la demande européenne d'indigo, malheureusement de nombreux esclaves l'ont payé de leur vie. Mais avant de te parler d'un événement qui va totalement bouleverser le marché de l'indigo, j'aimerais te parler plus en détail des plantes qui produisent l'indigo. Donc la plante la plus connue qui produit l'indigo, c'est l'indigotier. Il y a 800 espèces, dont 600 en Afrique. Alors c'est pas très clair pourquoi il y a une telle profusion de plantes qui produisent de l'indican, cette substance précurseur à l'indigo. On sait pas vraiment. Ça ressemble à un petit arbuste avec des feuilles vertes et des fleurs roses, mais qui ne sont absolument pas bleues. Et c'est vraiment une plante que tu préfères pousser dans ton jardin si tu voulais. Et l'autre grande plante qui produit l'indigo, on l'a vu, c'est le pastel teinturier. Donc ça, c'est une petite plante qui produit des fleurs jaunes, et là aussi absolument pas bleues. Et que là aussi, tu pourrais totalement faire pousser dans ton jardin. Alors, le pastel teinturier, c'est un crucifère comme les radis, les choux ou la moutarde. Mais c'est pas pour autant qu'avec un radis, tu peux teindre un jean. Ça marche pas. Au Japon et en Chine, c'est encore une autre plante qui produit de l'indigo. C'est la Persicaria tinctoria, qu'on appelle aussi la renouée des teinturiers ou le persicaire indigo. Et non, les feuilles de cette plante ne sont toujours pas bleues, elles sont bien vertes. Mais c'est toujours pas fini, tu as encore d'autres plantes. Tu as notamment le Strobilanthes cousia ou l'indigo de l'Assam dans l'Asie du Sud-Est. Tu as le Philoptera sianescens, appelé Yoruba indigo en Afrique. Attention à ne pas confondre avec le Psilocybin sianescens, qui est un champignon hallucinogène qui n'a absolument rien à voir. Attention à ce que vous faites pousser. Une fois que tu as ces plantes, comment tu fais pour créer cette teinture ? Alors, une fois que tu as des feuilles bien vertes, comment est-ce que tu fais pour en extraire du bleu et teindre ton jean ? Tu vas voir, il faut quand même quelques étapes. Alors, si je résume très grossièrement, quand on met les feuilles dans l'eau, l'indican se transforme en indoxyle, et quand je vais secouer ce liquide avec de l'indoxyle bien vigoureusement pour le mettre en contact avec de l'oxygène, et là, l'indoxyle va se transformer en indigo. Mais c'est très grossièrement résumé. Et si ça paraît simple dit comme ça, tu vas voir qu'en fait, il y a plein d'étapes qui sont assez techniques. Alors pendant très longtemps, c'était vraiment l'inconnu total, on savait pas trop quelle était la réaction chimique derrière ça. Donc ça, c'est pour l'indigotier, mais pour le pastel teinturier, c'est encore un peu différent parce que c'est pas de l'indican comme précurseur, c'est l'icétan B ou l'icétane B, je sais pas trop comment on dit. Alors c'est une molécule plus fragile et contrairement à l'indigo qui vient des plantes tropicales, on peut pas la laisser macérer dans de l'eau tiède, ça marche pas comme ça. Alors on a bien galéré à découvrir le process, mais en fait, il faut le laisser bouillir pendant 10 minutes à 85 degrés, puis le refroidir brusquement. Alors dans la vraie vie, avec les gens qui travaillent vraiment à l'indigo, tu as 3 méthodes différentes. Attention, on part sur un cours de chimie, là, niveau 5e. Et tu as 3 méthodes. Donc tu peux extraire l'indigo à partir de feuilles fraîches, à partir de feuilles séchées ou à partir de la macération. Alors la première, à partir de feuilles fraîches, c'est la méthode la plus traditionnelle et la plus simple à mettre en œuvre. Mais tu vas voir, elle a quand même quelques inconvénients. Donc tu prends tes feuilles fraîches, tu les mets dans un pot, dans une cuve, et dedans tu mets un liquide alcalin comme de l'urine ou un liquide avec de la cendre.
ça va couper l'oxygène de la feuille et ça va initier la fermentation. Donc les feuilles qui vont se décomposer vont entraîner la production d'indoxyle qui, je le rappelle, est toujours incolore. Donc ensuite on enlève les feuilles de ce liquide qui est incolore et on met l'événement ou les fibres à teindre dedans. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Pour que l'indigo se révèle, il faut le mettre à l'oxygène. Une fois que tu as tes fibres dans ce liquide, tu les mets simplement à l'air libre et c'est là où ça devient bleu. Alors le problème, c'est que c'est pas très concentré en indigo, donc il faut vraiment le faire plusieurs fois et pendant des heures pour enfin avoir un vêtement bleu. Et l'autre problème, c'est qu'il faut être à proximité du lieu où on cultive les feuilles d'indigo pour avoir des feuilles fraîches. C'est là où vient la deuxième méthode, où simplement on fait sécher les feuilles avant. C'est la méthode traditionnelle en Afrique de l'Est et au Japon. Le problème, c'est que même si les feuilles sont sèches, elles peuvent quand même moisir pendant le transport entre plusieurs continents, donc c'est pas encore tout à fait optimal. Et pour ça, on a inventé la troisième méthode. Une méthode dont le secret était jalousement gardé par les Indiens qui l'avaient découvert dès l'Antiquité. Donc là, l'indigo va s'obtenir à partir d'une macération. Pour faire simple, ils avaient réussi à obtenir une boue bleue de ces feuilles séchées ou de ces feuilles fraîches. Boue bleue qui faisait donc sécher pour en faire soit de la poudre, soit des petits blocs de boue, qui était bien plus facile à transporter, même si ça demandait un énorme boulot pour les obtenir. À tel point que c'est devenu une activité économique très importante pour l'Inde. Alors concrètement, comment ça se passe? Quelle est cette fameuse recette secrète? Tout d'abord, on met les feuilles dans une citerne d'eau pendant 12 heures, puis ensuite, le liquide est transvasé dans une autre citerne sans les feuilles. Alors rappelle-toi, pour que ça devienne bleu, il faut apporter de l'oxygène, donc on va simplement remuer le liquide. Tout simplement, vigoureusement. L'indigo créé va tomber au fond de la cuve, c'est ce qui va créer cette fameuse boue bleue, et ensuite cette boue, on va la faire sécher. Une fois qu'elle est sèche, on en fait soit des blocs, soit de la poudre. Pour le transport, tu avais plusieurs variantes. Tu avais certains peuples, eux, qui préféraient garder cette boue complètement humide, stockée dans une jarre ou un seau complètement étanche. Ça dépend vraiment des préférences de chacun. Donc voilà les trois approches très grossièrement résumées. Donc ça, c'était pour l'indigo extrait des feuilles de l'indigotier, mais j'aimerais m'attarder sur la technique concernant les feuilles du pastel teinturier. Et tu vas voir, c'est un procédé qui est très chronophage. Donc ces feuilles, une fois qu'elles sont broyées, on en faisait une sorte de pâte, on faisait des boules avec, boules qu'on mettait à sécher sur des étagères pendant plusieurs mois. Mais c'est pas fini parce que pour maximiser la quantité d'indigo obtenue, il fallait une deuxième fermentation. Et alors là, c'est cette deuxième étape qui prenait un temps pas possible et qui était la plus pénible. Donc ces petites boules, on les broie, on les étend par terre comme une sorte de compost. On va régulièrement les asperger d'eau pendant 6 à 9 semaines. Donc vu que c'est un processus de compostage qui se met en place, j'imagine bien que niveau odeur, ça devait être assez compliqué pour les personnes qui manipulaient cette drôle de substance. Et mine de rien, ça demande beaucoup d'expérience parce qu'il faut que le compostage se fasse de manière très uniforme et surtout, il ne faut pas que le compost surchauffe. Donc il fallait vraiment visuellement bien lire la couleur du compost et bien le manipuler. Et après, à la fin, tu avais une espèce de pâte qu'on mettait dans des tonneaux qu'on apportait chez le teinturier. Voilà pour l'indigo naturel dont la production a été balayée, massacrée, bouleversée par un événement qui a eu lieu en 1878. C'est la naissance de l'indigo synthétique. C'est donc un chimiste allemand du nom de Adolf von Baeyer qui va réussir à créer de l'indigo synthétique. Méthode qui va améliorer en 1880 et qui va déposer sous le nom de la synthèse de Baeyer-Drewsen, je ne sais pas comment on dit, qui était son collègue qui l'a aidé à synthétiser l'indigo. Mais en 1897, le chimiste franco-germano-suisse René Braun améliore encore cette méthode en mettant au point le bleu d'Indentrène, une teinture bleue qui résiste très bien au lavage et qui va être rachetée par l'entreprise de chimie BASF, entreprise qui existe encore aujourd'hui. Donc l'enjeu commercial autour de cette substance était absolument énorme puisqu'ils ont dépensé à l'époque 18 millions de marks or, qui était une somme qui correspondait à la valorisation entière de l'entreprise à ce moment-là. Et à ce niveau-là, c'est plus un simple colorant, c'est vraiment de l'or bleu. Un rapport britannique disait que l'indigo synthétique était une très belle avancée technologique, une très belle invention, mais que, je cite, ça allait être une calamité nationale, parce que ça allait priver les États d'une source de revenus très importante. Et donc là, tu devines la suite. En Inde, les plantations d'indigotiers ont commencé à fermer peu à peu. Mais ça s'est pas fait d'un coup, puisqu'en 1902, le gouvernement français a insisté pour que les uniformes militaires continuent à être teints avec de l'indigo naturel, tout simplement parce qu'il disait que l'indigo naturel avait une sorte de résine qui permettait de mieux protéger l'uniforme des intempéries. Et c'était l'époque forcément où les militaires étaient en bleu et où le camouflage militaire n'avait pas été encore inventé. Et peut-être qu'un jour, Christophe, je ferai une vidéo sur les secrets du camouflage militaire. Idem pour la Grande-Bretagne qui, elle aussi, continue à utiliser l'indigo naturel pour ses vêtements militaires parce qu'elle voulait protéger le business de ses colonies en Inde, tout simplement. C'était un intérêt purement politique et économique. Il n'y a que les Allemands, eux, qui se sont dit non, nous on a découvert l'indigo synthétique, on va l'utiliser, et eux qui ont vraiment teint les uniformes avec leur indigo synthétique. Donc après la Première Guerre mondiale, c'est là où l'usage de l'indigo synthétique se démocratise totalement, je dirais même explose totalement. Et c'est là où forcément du coup, le prix de l'indigo naturel est complètement écrasé, qui va chuter de 50%. Et alors en 1911, tu avais 2800 usines en Inde, et en 1914, donc soit 3 ans plus tard, tu n'en avais plus que 121. Donc là, c'est une sacrée fessée. Alors l'indigo synthétique et l'indigo naturel, c'est littéralement la même chose, c'est exactement la même molécule. Pourtant, certains puristes disent que l'indigo naturel est plus intéressant
parce que tu as comme certaines impuretés qui lui donnent plus de nuances et plus de variations de tons et donc une couleur un peu plus riche. Alors que les puristes, eux, trouvent que l'indigo synthétique, vu qu'il est pur justement, il a un côté très uniforme. Alors vraiment, les fanats d'indigo naturel, parce que ça existe, eux, ils diront que vu que pour teindre un vêtement avec de l'indigo naturel, il faut le tremper plusieurs fois dans un bain, ça lui donne une main, une densité que tu n'as pas avec de l'indigo synthétique. Et d'ailleurs, en fonction des feuilles utilisées, une très légère teinte rougeâtre peut apparaître sur l'indigo, ce qui participe encore à lui donner une belle nuance. Alors au début du XXe siècle, dans certaines régions du globe qui étaient vraiment attachées à l'indigo naturel, les teinturiers étaient assez méfiants et BASF, quand ils ont commercialisé leur indigo synthétique, ils ont même dû ajouter une substance qui donnait une odeur qui rappelait celle de l'indigo naturel pour créer la confiance. Alors aujourd'hui, l'indigo naturel est réservé quand même à des tissus haut de gamme, parce que bon, c'est plus coûteux à obtenir et ça tient moins bien au lavage. Disons que ça va se patiner plus vite et ça, il faut informer le public. Alors il y a quelques cultures qui subsistent aux quatre coins du monde, mais ça reste quand même très minoritaire. Alors cela dit, en France, tu as quelques projets qui visent à cultiver cet indigo et à l'extraire. Tu as Bleu de Lectoure et aussi tu as le Champ des couleurs. Donc chez eux, tu peux acheter du linge de maison, des vêtements teints avec de l'indigo naturel. Et en région parisienne, mais je pense que tu en as aussi ailleurs, tu as même des stages où tu peux être initié à la teinture sur indigo. Ça peut être un super cadeau à offrir ou à s'offrir. Par ailleurs, comme j'ai dit, l'indigo est très polyvalent. Tu peux utiliser sur du coton, du chanvre, du lin, de la soie ou de la laine, ce qui est assez unique pour une teinture naturelle. Alors ce qui fait tout le charme de l'indigo et ce qui donne toutes ces nuances, c'est le fait qu'en fait quand tu teins une fibre à indigo, tu vas tremper plusieurs fois la fibre dans des bains d'indigo. Et en fait le cœur de la fibre ne va pas être teint par l'indigo, donc il va rester blanc. Et quand ça va se délaver avec le froidement, comme le cas sur un jean, c'est là où tu as toutes les nuances d'indigo qui se révèlent. Et je le sais parce que j'ai assisté à ce process quand nous sommes allés au Japon. Et je t'invite à voir la vidéo qui en parle. Et quand on fait cette opération à la main, c'est pour ça que les ongles des teinturiers sont souvent bleus. C'est très visible au Japon, notamment pour les teinturiers traditionnels. Donc en 1847, un certain Lévi-Strauss met au point un pantalon de travail bleu, bien solide, avec des poches fermement maintenues par des rivets en cuivre. Et la suite, tu la connais, le jean aîné, c'est un succès absolument colossal. Il va conquérir la planète, conquérir les époques et il va être le vêtement associé à l'indigo. Ensuite, dans les années 60, les Japonais vont s'en mêler et vont pousser l'art du jean encore plus loin. Mais cette histoire, je l'ai déjà racontée dans notre article qui présentait la sortie de notre jean en toile japonaise de chez Kurabo et aussi dans une vidéo qu'on a faite quand on était au Japon, au musée Kurabo justement. Et si vraiment t'es encore plus intéressé, n'oublie pas que j'ai fait une vidéo également sur le prix des jeans japonais. Et je vais pas trop m'attarder sur l'histoire du jean parce que Jordan a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Et évidemment, je te mets tous les liens en description, ne t'inquiète pas. Et à propos de Japon, tu connais ma passion pour ce pays, les vêtements qu'il produit, donc j'ai envie de faire une petite parenthèse sur l'indigo au Japon. En 1903, il y avait 40 000 acres dédiés à la culture de l'indigo. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50. Ça illustre quand même la volonté du gouvernement japonais de préserver ces savoir-faire qui sont vraiment uniques. Et d'ailleurs, certains teinturiers qui sont rompus à l'indigo naturel sont considérés comme des trésors nationaux vivants. Les Japonais, ils sont vraiment chauds. Alors le principe, c'est ce qu'on a vu. Ils broient des feuilles, ils les mettent par terre, ils les aspergent d'eau et ils vont faire en sorte que ça composte pour créer ce qu'ils appellent le sukumo. Et c'est précisément dans la création de ce compost que chaque teinturier japonais avait ses petits secrets de fabrication. Certains ajoutaient de l'alcool de riz ou d'autres même de l'urine. Chacun faisait un peu sa petite méthode secrète qu'il ne transmettait pas à n'importe qui. Et bon, tu connais les Japonais, quand ils font un truc, ils y vont à fond. Vraiment, il n'y a pas de compromis. Et tu avais même des spécialistes de l'humidité du compost qui voyageaient de teinturie en teinturie pour s'assurer que le compost se faisait dans des bonnes conditions. Ils ont même un dieu de l'indigo qui s'appelle Aizen Shin, à qui ils offraient un petit verre de saké en offrande pour le mettre bien et pour qu'il fasse un bel indigo. Alors ce fameux compost que tu obtiens à la fin, le Sukomo, tu vas pas me croire, mais tu peux l'acheter en France. Il y a des échoppes spécialisées là-dessus, c'est 210 € le kilo. Si vraiment tu veux te lancer dans la teinture naturelle chez toi. Voilà ma première approche sur l'indigo. C'est un sujet qui est vraiment très vaste et j'espère être amené à en reparler. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'aimerais recommander 2 livres, Indigo et Indigo. Donc oui, c'est les mêmes titres, mais c'est pas les mêmes livres. Alors le premier, c'est Indigo de Jenny Balfour Paul. C'est un ouvrage qui est absolument incroyable. Le boulot qu'elle a fait, mais il est colossal. Ça lui a pris 20 ans, je crois, pour écrire ce livre, et je suis pas étonné. Et vraiment, si t'es très curieux, c'est en anglais, c'est très technique, mais c'est une source d'information qui est absolument géniale. Le deuxième, c'est Indigo par Catherine Legrand. Donc là, il est en français, et elle raconte justement l'histoire de l'indigo en fonction des cultures. C'est là aussi hyper passionnant. Merci encore à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour nous avoir accueillis. Tu as jusqu'en mai 2022 pour voir cette très belle exposition sur le jean. Si ça t'a plu, en tout cas, mets un pouce bleu, mets un commentaire, abonne-toi à notre newsletter, à notre chaîne YouTube, et moi je te dis à très bientôt. Salut!